Dans un monde politique encore dominé par les hommes, certaines femmes osent briser les barrières. Elles s'élèvent, s'imposent et redéfinissent les règles du pouvoir. Parmi elles, une voix résonne avec force et conviction, celle de Kawala. Entrepreneure, militante, femme politique, elle est la première à avoir brillé la magistrature suprême au Cameroun. Aujourd'hui, elle nous parle de son combat, de sa vision et surtout du rôle central que les femmes doivent jouer dans la transformation de nos sociétés. Bienvenue dans cet entretien exclusif avec une femme de caractère, de cœur et d'impact. Voici Kawala. Alors, Kawala est une citoyenne africaine d'abord, une citoyenne camerounaise en deuxième lieu. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Je suis une chef d'entreprise. Mon entreprise a 30 ans. Je suis une leader politique, comme vous le savez. Où je me suis rendu compte, parce que je peux dire que je suis quelque part née dans l'activisme. J'avais deux parents activistes qui nous ont vraiment éduqués dans le sens de quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, quand on pense qu'il y a une injustice quelque part, on agit. On agit et on défend ses droits. Donc l'activisme est venu très naturellement, à commencer à l'école et puis à continuer toute ma vie jusqu'aujourd'hui. La politique, par contre, les mêmes parents, parce que eux, ils étaient les enfants de l'indépendance, donc ils ont connu la douleur de l'indépendance au Cameroun. Mes parents ont vu les têtes coupées du maquis et trouver que la politique était quelque chose de violent, de dangereux et de sale. Et me disait tout sauf la politique. Vraiment, ils nous ont éduqués dans le sens de il faut contribuer à la nation. Donc la réussite chez nous, c'était aller à l'école, trouver un bon emploi pour pouvoir subvenir à ses propres biens et contribuer à la nation. C'était 3 étapes. Et si vous ne faisiez pas la dernière étape, c'était pas tout à fait une réussite. Moi, j'entre en politique, je décide d'entrer. Donc comment je peux dire, on était très politique, mais pas partisan. Donc, on était conscient des droits. Mon père insistait tous les jours sur écouter et lire le journal. Donc, on a grandi avec les nouvelles politiques, avec un certain débat politique autour de la table. Mais en même temps, il disait, ça me semble aujourd'hui une petite contradiction, il disait « n'entrez pas dans les partis politiques ». Les politiques, là, vraiment. Donc, je me rends compte de la nécessité d'entrer en politique quand j'agis dans la société civile pendant plusieurs années et je me rends compte que le seul acteur, la seule personne qui peut apporter des solutions à échelle pour les Camerounais, c'est le politique. Donc, on peut faire des très beaux projets à petite échelle. On peut, des choses que moi j'ai fait, on s'est organisé dans le quartier où nous sommes pour rendre le quartier propre, on a même gagné des prix de quartier propre, on a fait des formations pour les jeunes entrepreneurs du quartier, etc. J'ai participé à construire des écoles, à construire des points d'eau, etc. Mais ça, c'est une solution pour 50 personnes, pour 100 personnes, parfois même pour 1000 personnes. Mais nous sommes 30 millions de Camerounais. Le seul acteur et la seule institution qui peut dire 90% des Camerounais doivent avoir l'eau, c'est l'institution politique, c'est le gouvernement. Et à partir du moment où je me rends compte, et moi je veux des solutions à échelle, je veux bien
les petits projets. C'est très utile pour apprendre, pour trouver des solutions, pour tester des solutions. Mais le type de solution que moi je recherche, c'est pour l'ensemble des Camerounais. Je veux que dans un pays où le pays est riche et les Camerounais sont pauvres, ça ne va pas. C'est pas pour une personne ou deux ou 50 ou 100 ou même 1000, mais ça doit être pour les 30 millions de Camerounais que nous sommes. Donc, à partir du moment où je me rends compte de ça, je sais que soit il faut que j'entre en politique, soit il faut que je me taise et que j'arrête de me plaindre, etc. Et comme je n'aime pas me taire, je suis entrée en politique. J'ai pris la décision d'entrer, de me présenter en colère. J'avais une grande colère. Ma colère était, c'est pas possible. Ce que nous avons là comme candidat, et à l'époque, c'était surtout Paul Biya et John Frondi et c'était des hommes déjà d'un certain âge à cette époque-là, et qui n'offraient rien de nouveau, rien d'intéressant en termes de solutions pour les Camerounais. Et là, je me dis, non, ça peut pas être ça qu'on offre aux Camerounais, qu'on offre au monde entier, parce que quelque part, une campagne présidentielle, c'est une campagne de publicité aussi au monde entier. On vous regarde, on écoute, et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut faire mieux que ça, je peux faire mieux que ça, et je décide d'entrer dans la campagne présidentielle. Donc, ça, c'est la première émotion. Pendant la campagne, donc pendant ma campagne, moi, j'ai fait les 10 régions du Cameroun, j'ai fait une trentaine de départements sur les 54, et ce que j'ai eu comme ressenti, c'était une communion. Je crois que c'est là où je crée ma relation qui dure jusqu'à ce jour avec les Camerounais. On se rencontre, on se parle. Je suis confortée dans une idée que j'avais, idée qui m'est venue à travers les projets de la société civile, que si on crée les conditions de travail, qu'on a des objectifs clairs, que les ressources sont claires et gérées de manière transparente, qu'on inclut tout le monde et on travaille sur un projet, en ce moment-là, les Camerounais ne posent pas la question vous êtes de quelle région, vous êtes de quelle ethnie, etc. Non, tout le monde travaille ensemble et on arrive à réaliser un objectif. Le travail sur le terrain pendant la campagne me reconforte en ça, parce que je suis accueillie partout dans le pays, sans hésitation et il n'y a aucun élément de vous venez d'où. D'ailleurs, je découvre pendant la campagne que mon nom K a une signification dans pratiquement toutes les régions du pays. Donc, je suis vraiment accueillie et il y a une communion, un lien qui se forge entre moi et les Camerounais. Et ça me donne une force, en fait. Ça me donne une très grande force. Troisième et dernière émotion, c'est la veille de l'élection, où je fais mon dernier meeting de campagne à Mokolo, à Yaoundé, et où la foule et l'enthousiasme étaient tels que je ne pouvais pas sortir de la voiture pendant 5 heures de temps. C'est-à-dire que pendant 5 heures, la foule entourait ma voiture, ne me laissait pas, c'est-à-dire ils étaient tellement excités que les conditions de sécurité, les gens qui étaient chargés me disaient « Non, madame, vous ne pouvez pas sortir, on ne peut pas vous laisser sortir. » Donc, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de subterfuges, ça c'est une histoire pour un autre jour, pour pouvoir aller laisser ma voiture quelque part, entrer dans un taxi en me courbant dans le taxi pour que les gens le voient, mais pour pouvoir atteindre le podium pour faire le meeting. Mais pendant le meeting, quelque chose me vient, donc j'ai une foule à perte de vue. Tous ces gens devant moi qui sont en train de crier, on va gagner, etc. Et je dis, combien de personnes ont une carte?
combien d'entre vous est-ce que vous êtes inscrits? Et là, dans cette grande foule, je ne peux pas compter les mains, mais je peux les voir. Il y a une main ici, une là-bas, une là-bas. Moins de 10% des personnes qui étaient là, qui étaient dans cette grande foule. Et je me suis retournée vers les membres de l'équipe de ma campagne et dit aïe, 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 mais on va perdre d'une manière terrible. Donc, c'était le cœur qui descendait et je me rendais compte à quel point on était face à un problème systémique. Pas un problème de candidature, pas un problème de programme politique, pas un problème de connexion avec la population, mais un problème de système électoral. Les femmes dans le leadership, ça reste malheureusement dans le monde entier, c'est pas camerounais, ça reste l'exception. Hein. Les femmes dans le leadership politique, là, c'est vraiment exceptionnel. Donc, le premier défi est que vous devez parler du fait d'être femme tout le temps. Je ne me suis pas présentée à la présidence du Cameroun en tant qu'une femme. Je me suis présentée en tant qu'une personne compétente qui a une belle vision pour le Cameroun, qui rêve d'un Cameroun qui fonctionne pour tout le monde. Et à chaque fois, il faut revenir sur la question femme. Et c'était pas un challenge, c'était agaçant. Il y avait un élément agaçant, surtout venant des journalistes qui posaient la question « Est-ce que vous êtes mariés? Combien d'enfants ?» Et moi, la réponse était toujours « Je ne vous ai pas entendu poser cette question à un homme candidat. Pourquoi quand il s'agit de la femme, vous voulez maintenant ?» Et c'est un papa, lors d'un de mes meetings à Yaoundé, qui a donné la réponse qui, je le remercie jusqu'à ce jour. Il y avait quelqu'un qui a dit « Oui, mais vous n'êtes pas marié. Est-ce que vous pensez que n'étant pas marié, vous pouvez diriger le Cameroun et tous les Camerounais ?» Et ce monsieur, qui à l'époque devait avoir 70, 75 ans, il s'est levé, il a dit « Moi, je suis venue ici parce que j'ai vu cette dame à la télé. Elle a parlé. Ses idées sont intéressantes. Son énergie, ce qu'elle veut pour notre pays, c'est ça qui m'a amenée ici. Vous nous parlez de mariage. Tout le monde qui a mis ce pays à genoux est marié avec des enfants. Arrêtez de nous parler de mariage. Tous ceux qui ont détourné l'argent, tous ceux qui ont détruit le pays, etc., sont des personnes mariées. » Donc, toute la salle a applaudi pour lui et c'est une réponse que j'ai adoptée comme mienne et que j'ai utilisée à plusieurs reprises. Donc, il y a des éléments comme ça, mais le bilan d'être femme en politique est positif pour moi. Vous êtes inattendu, vous êtes sous-estimé, et donc vous arrivez souvent à vaincre parce que les gens pensent que ça va être facile parce que vous êtes une femme. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que les gens me demandent, est-ce que les Camerounais sont prêts pour une présidente? Et ma réponse est absolument. Donnez-leur l'opportunité de l'élection. Ouvrez un peu le système électoral que vous avez verrouillé là. Ouvrez ça un peu et vous allez découvrir. Pendant la campagne, la région que je redoutais le plus, c'était le Grand Nord. Je me disais, les coutumes là-bas, la culture. L'extrême nord en particulier, c'est une des régions où j'ai eu les plus grandes foules. L'accueil était incroyable. Nous avons gagné dans les villages, reculé à l'extrême nord où je n'ai même jamais mis pied parce que je n'ai pas pu faire bien sûr tous les villages. Donc
je pense que les Camerounais sont prêts. L'autre chose, c'est qu'en termes d'impact, jusqu'à aujourd'hui, il y a des jeunes filles de 10 ans qui m'embrassent dans la rue. Il y a des mamans de 90 ans qui m'embrassent dans la rue. Les femmes camerounaises, à travers cette candidature, se sont senties visibilisées. Hein? Ce n'est pas un mot en français, mais elles ont pu être visibles dans les yeux de cette société. En fait, moi, je ne me rendais pas compte de tout ça. C'est bien après la campagne que les femmes étaient candidates à la présidence. Les femmes dans d'autres partis politiques, y compris le parti au pouvoir, m'ont raconté après comment elles ont gagné en considération. Les gens se sont rendus compte que, comme il y a une femme qui veut être présidente là et qui, parmi les candidats, est parmi les meilleurs, ça veut dire que vous pouvez. Donc, elles ont gagné en considération, elles ont été plus visibles et je crois que il y a chez les Camerounaises une forte envie d'une présidente, de quelqu'un qui va les ressembler et qui va démontrer de quoi elles sont capables. Bien sûr, j'ai été victime de menaces d'intimidation. D'abord, c'est important de le dire, c'est pas du fait que je suis une femme. Quand on est dans l'opposition camerounaise, on peut s'attendre à être victime de violences de la part du régime. Moi, j'ai déjà subi beaucoup de choses. J'ai déjà été arrêtée plus de fois que je ne peux compter. J'ai déjà été kidnappée par l'État du Cameroun. J'ai déjà été battue pendant les manifestations parce que les policiers viennent avec de la violence. J'ai déjà été mis au milieu de la rue et tout le tonnage d'eau d'un camion à eau déversé sur moi. Ça, c'est les violences physiques. Il y a des violences psychiques, verbalement, les choses qu'on essaye de faire. Il y avait un commissaire qui, à chaque fois qu'on se contactait, qu'on se voyait, il dit « Et alors Edith ?» Et moi, je m'arrêtais toujours pour dire « Monsieur le commissaire, je dois me tromper, on était à l'école ensemble, je ne me souviens pas. » Donc, il y a ce petit jeu qui est joué pour essayer de vous diminuer, pour essayer de vous intimider, etc. Ça, c'est monnaie courante. Et c'est des petites peurs. Les Camerounais ont peur. Je dis souvent que l'émotion la plus partagée au Cameroun, c'est la peur. Les citoyens ont peur, ceux qui sont activistes, politiques, on a peur, ceux qui sont au pouvoir ont peur. C'est assez intéressant, ils ont même plus peur que nous, ils ont peur de leur propre ombre. Si je dis ceci, comment ça va être pris? J'ai déjà eu des gens du pouvoir qui fuient prendre une photo avec moi. Souvent, on est à un endroit et très souvent, les gens vont demander « est-ce qu'on peut prendre une photo ?» Et parfois, quelqu'un qui est là et qui est du NDPC trouve que « ouh là là, qu'est-ce qu'on va dire si je suis dans la photo avec elle ?» Donc, la peur est une émotion qu'on partage. Mais moi, je dis, c'est des petites peurs. Et c'est des petites peurs que moi je traverse, je dépasse, parce que j'ai une plus grande peur, une très grande peur. La grande peur que j'ai, c'est que je vive toute ma vie dans ce Cameroun tel qu'il est. Ma grande peur, c'est de mourir sans voir le Cameroun renaître, sans voir la refondation du Cameroun, sans goûter
à ce que je pense être la possibilité du Cameroun. Un Cameroun qui est en paix, un Cameroun qui utilise toutes ses ressources pour que ses citoyens soient bien, qu'ils aient l'électricité, qu'ils aient l'eau, qu'il n'y ait pas d'ordures sur la route, etc. Voilà ma grande peur. Et donc, cette grande peur me permet de surmonter les petits là. Être battu, aller en cellule, etc. Ça, c'est des petites peurs. Et c'est des peurs naturelles, hein, c'est des peurs charnelles. On a peur d'avoir mal, on a peur de... Mais je crois que ne pas voir la véritable libération du Cameroun, ne pas vivre le Cameroun... un Cameroun qui est libre, qui est prospère, où les citoyens n'ont pas peur. Ouf, ça me ferait mal. Ça me ferait mal. Et donc, à cause de ça, je surmonte les autres peurs. L'autre chose, ça c'est pour les gens qui se disent que je vais faire la politique, mais je ne suis pas certaine. Chaque fois qu'on vous met en cellule, chaque fois que vous subissez une violence, vous en ressortez plus fort. Vous en ressortez plus fort. La première chose dans ces situations-là qui devient tellement évidente pour vous, c'est la petitesse et la faiblesse de ceux qui utilisent la violence. Ils deviennent tellement petits à vos yeux. Parce que vous regardez et vous dites, non mais sérieux, c'est ça votre solution? Vous n'êtes pas capable de discuter, vous n'êtes pas capable qu'on s'asseye, qu'on construise ensemble. La seule chose que vous voulez faire, c'est utiliser la violence contre moi. C'est des gens très petits, c'est des gens faibles. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, eux, ils sont en train d'utiliser la violence contre vous. Mais vous êtes nettement 10 fois plus grand et plus fort. Donc, c'est bizarre comme expérience, mais même quand nous faisons des manifestations, dont nous, Cameroun People's Party, Stand Up for Cameroun, on croit en la manifestation. Chaque fois qu'on fait la manifestation, les premières personnes à vouloir manifester, c'est ceux qui ont déjà été arrêtés. C'est ceux qui ont déjà subi cette violence, parce que quand on traverse cette violence, on en ressort grandi. On en ressort beaucoup, beaucoup plus fort et on se focalise sur la grande peur. On se dit, on doit aller résoudre le problème, le grand problème qui est devant. Voilà. Nous avons tellement de travail en Afrique, tellement de travail et à mon avis, un grand travail que nous avons, c'est de connaître et de comprendre notre histoire précoloniale. Et je dis précoloniale parce que c'est ça qui traduit réellement nos conceptions et nos visions de société. Et quand vous regardez, je vais prendre le Cameroun que les gens connaissent bien, vous allez découvrir que le pouvoir, dans beaucoup de nos traditions africaines, le pouvoir n'est pas entre les mains des hommes. Le pouvoir est partagé entre les femmes et les hommes. Je suis du nord-ouest du Cameroun. Vous regardez l'ouest du Cameroun. Il n'y a pas de feu ou de faune. Donc, il n'y a pas de chef sans ma-feu et ma-faune. Donc, la version féminine du pouvoir vit côte à côte avec la version masculine du pouvoir. Ça nous permet de comprendre que nos ancêtres ont conçu des sociétés où la femme avait une place de pouvoir et une place centrale. Et que si nous voulons transformer nos sociétés, si nous voulons décoloniser nos sociétés, nous avons besoin de revenir à cette conception de la société. Vous regardez chez les Béti, le Mvengu, chez les Bassa, le Ko, dans le nord-ouest, le Takumbang,
c'est quoi? C'est les sociétés secrètes des femmes. Mais quel est le rôle qu'elles jouent? Dans beaucoup de nos sociétés, c'est le dernier rempart de pouvoir. Quand tout le reste a échoué, dans la société, où est-ce qu'on va? On va chez les femmes pour qu'elles restaurent, pour qu'elles réparent, pour qu'elles puissent ramener la société à elle-même, guérir la société. Donc, ça, c'est la conception africaine du pouvoir. Et pour transformer nos sociétés, on ne va pas aller en arrière. Ça, c'est le passé. On va construire l'avenir, mais on doit la construire à partir de nous-mêmes, à partir du fond de nous-mêmes. Et dans le fond de nous-mêmes est cette femme qui est co-constructrice, qui est la personne qui, ensemble avec l'homme, bâtit la famille, le village, la communauté, le pays. Donc, à tous les niveaux. L'autre chose, c'est que on parle aujourd'hui du travail des Africains et ça se voit dans les statistiques. Les femmes africaines, en termes d'activité économique, elles sont les femmes les plus actives dans le monde, économiquement parlant. Le problème, c'est que leur activité économique n'est pas rémunérée et qu'elles sont marginalisées dans cette activité économique pour rester, comme on dit, au fin fond de la pyramide. Hein? Donc, c'est elles qui sont les commerçantes au marché, c'est elles qui font l'agriculture, mais quand on commence à agréger et à gagner véritablement de l'argent, on les élimine. Donc, sur le plan économique, les femmes, les Africaines, l'Afrique ne va pas s'en sortir sans que les femmes ne soient au même niveau d'opportunité économique que les hommes. L'Afrique ne va pas se transformer sans que le pouvoir politique, tel qu'il a été conçu par nos ancêtres, soit entre les mains des hommes, des femmes et des hommes. Sur le plan social, nous avons besoin de retrouver notre équilibre. Nous avions un équilibre qui a été déstabilisé par la colonisation. Regardez le commerce. Dans l'Afrique précoloniale, le commerce est une activité des femmes. C'est les femmes qui vendent au marché, qui achètent au marché, le colon arrive et il enlève les gens du marché pour les mettre dans les activités qui exploitent et qui exportent. Donc, on va commencer à cultiver le café. On ne commerce pas le café, mais les femmes vont travailler le champ. Au moment de vendre le café, on ne traite que avec l'homme. Même chose pour le cacao, même chose pour le coton. Donc, les femmes qui avant travaillaient et avaient et récoltaient et vendaient leurs propres marchandises deviennent des travailleuses, pour ne pas dire pire, dans les champs des hommes. Donc, si nous ne reconstruisons pas cette dynamique-là pour remettre la femme à sa place, qui est une place de côte à côte, qui est une place de construire ensemble, nous n'allons pas réussir notre Afrique. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tout pour faire ça. On a la tradition et l'histoire, on a les connaissances aujourd'hui et on a la volonté pour bâtir une Afrique propre à nous, qui est réellement africain, mais qui répond aux exigences du monde moderne. Le leadership dont nous avons besoin aujourd'hui, personnellement, je veux le définir comme je définis le leadership pour moi-même et tel que je m'évalue moi-même en tant que leader. La première question, c'est de combien de leaders avez-vous facilité
l'émergence. Le leadership est dans les gens. C'est pas vous qui allez ni enseigner, ni donner. Le leadership est à l'intérieur. Mais vous, en tant que leader, vous allez créer des conditions où les gens peuvent apprendre, où les gens peuvent tester, où les gens peuvent mettre en œuvre ce leadership. Donc, première question, combien de leaders est-ce que vous avez permis d'émerger? Deuxième question, quels sont vos résultats? Le leadership, ce n'est pas des beaux discours, ce n'est pas bien parler, etc. Qu'est-ce que vous avez construit? Quels sont vos résultats? Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table et dire... j'avais une amie allemande de qui j'ai appris ça, qui me dit que si on ne peut pas compter, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas peser, ça n'existe pas. Donc, je trouve aujourd'hui qu'en Afrique, moi je dirais même, je suis un peu radicale sur ça, qu'à l'Union africaine, on devrait mettre les fondamentaux, le pourcentage de votre population qui a accès à l'eau, le pourcentage qui a accès à l'électricité, le nombre de kilomètres de routes que vous avez construits, le pourcentage de votre population qui a accès aux soins de santé de qualité et à l'éducation de qualité. Au moins ces 5 points, on devait avoir une barre d'indicateurs. Et si vous n'avez pas rempli les conditions pour l'année, vous ne parlez pas, vous n'avez pas droit à la parole. Parce que je trouve qu'on fait des discours en Afrique, on parle bien, on fait atelier sur atelier, conférence sur conférence, mais quand vous regardez sur le terrain, nous sommes encore dans une situation catastrophique. 65 ans après l'indépendance, nous sommes dans une situation où 1 sur 2 Africains n'a pas accès à l'eau. L'eau à boire, l'électricité, la même chose. Donc, à mon avis, nous devons, en anglais on dit get back to basics, vraiment aller terre à terre sur les questions clés et produire des résultats. Et la troisième chose que je demanderais, c'est est-ce que vous avez bâti un système? Est-ce que vous avez bâti un système qui va exister quand vous ne serez plus là? Est-ce que vous avez, dans votre travail de leadership, vous assurez la construction des systèmes qui peuvent reproduire le même niveau de qualité, les mêmes résultats, sans que votre personne ne soit là? Pour moi, c'est 3 grands critères de leadership. En tant qu'Africains, nous sommes bons en communication, on fait des beaux discours. Pour moi, le beau discours doit servir à obtenir le résultat. Le grand message aux jeunes, c'est d'abord l'Afrique, c'est vous. Parfois, je pense que les jeunes se divorcent un peu de l'Afrique. Se disent oui, si nos pays étaient, si le continent était, etc. Mais le continent, c'est vous. Et c'est très littéralement vous, dans la mesure où 70% de notre population, 70% a moins de 30 ans. Donc, soit vous êtes avec les jeunes, soit vous n'êtes pas en Afrique. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est important pour les jeunes de se rendre compte que c'est nous, le continent, si, c'est nous. Deuxième conseil que je dirais, c'est à partir du moment où c'est vous, où l'Afrique, c'est vous, faites le boulot, faites le travail en termes d'études, en termes d'acquisition des compétences. Les jeunes aujourd'hui ont beaucoup d'outils que nous, on n'avait pas. La connaissance est à un clic. L'acquisition de compétences est à un clic. Vous pouvez même développer tout un métier avec des gadgets et devenir un professionnel. Mais faites le travail de fond.
Ces gadgets ont un côté séduction et superficiel qui parfois emporte les jeunes. C'est important d'utiliser l'outil, oui, mais de s'assurer qu'on a fait le travail de fond, qu'on a la compétence de fond et qu'on est capable vraiment de résoudre des problèmes. Parce que des problèmes, nous, on en a en tant qu'Africains. Donc, les jeunes doivent faire ça. Et troisième élément, c'est le message aux jeunes, c'est la politique, c'est tout. Et tout est politique. Agissez politiquement. Vous ne pouvez pas vous permettre en tant que jeune de dire « Ah, je ne fais pas la politique ». Parce que ce qui détermine l'école, c'est la politique. La route, c'est la politique. La musique que vous aimez tant, c'est la politique. Le cinéma, c'est la politique. Donc, vous n'avez pas le luxe de ne pas agir politiquement. Tant que vous n'agissez pas politiquement, vous allez avoir une Afrique qui est insupportable pour vous. Vous avez besoin d'agir politiquement, ce qui ne veut pas dire, parce qu'il faut faire la différence entre être politique et être partisan. Partisan veut dire que vous avez adhéré à un parti politique et que vous cherchez à accéder au pouvoir. Non, agir politiquement veut dire être conscient de ses droits, connaître ses droits, faire le travail pour connaître ses droits, agir pour ses droits, lever la voix pour ses droits, faire le plaidoyer pour ses droits. Ça veut dire rencontrer les politiques comme nous pour nous demander qu'est-ce que vous faites par rapport à nos droits, pour nous demander comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour obtenir nos droits. Donc, tant que les jeunes n'agiront pas politiquement, ils auront le continent qui est tel qu'il est. À partir du moment où les jeunes décident d'agir politiquement, nous les avons vus au Sénégal, nous les avons vus récemment au Botswana. Quand la jeunesse décide d'agir politiquement, elle fait bouger les choses, elle bascule les choses, elle surmonte des montagnes. Et c'est de ça dont nous avons besoin pour atteindre ce potentiel. Je ne veux plus, j'ai 60 ans, je ne veux plus parler du potentiel, je veux des réalisations. Il faut qu'on réalise cette Afrique dont nous rêvons. Et seule la jeunesse peut le faire. Ça me prend un peu de temps pour répondre parce que pour moi, il n'y a pas de différence. C'est juste le canal. Pour moi, en fait, en réalité, on a un seul combat. Ça se résume à un seul combat. Faire respecter nos droits. C'est tout. En tant qu'être humain, en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, j'ai droit à l'eau, j'ai droit à l'électricité, j'ai droit à une maison, j'ai droit à l'éducation, j'ai le droit d'aller voter et d'être sûr que mon vote va être compté comme il se doit. Donc, voilà pour moi la base de toute action. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est réaliser nos droits. Quand on le fait sur le plan de l'activisme, c'est pour moi, par moment, j'ai besoin de mettre mon chapeau politique de côté pour le confort de ceux que j'accompagne, pour le confort des personnes qui luttent avec moi. Mais quand je fais la politique, ce que je fais, c'est lutter pour ces droits-là, dans le cadre de mon parti politique et dans le cadre de mon programme politique. Donc, il ne faut pas j'entends des gens parfois me dire « vous êtes plus activiste que politique » et je dis « je ne sais pas de quoi vous parlez ». Parce que le politique qui n'est pas activiste, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il est en train de défendre? Qu'est-ce qu'il est en train de projeter pour la société? Donc pour moi, c'est en réalité la même chose. On change de chapeau, mais c'est la même chose.
entrepreneur, ça influence ma vie politique fortement à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'indépendance financière. Alors je dirais à tout le monde qui veut faire de la politique et bien le faire en gardant son intégrité, ses idées, que c'est important d'avoir une certaine indépendance financière. Parce que la chose qui fait qu'on corrompt les politiques de l'opposition, qu'on arrive à les acheter, c'est ce manque d'indépendance financière. Et ça ne veut pas dire être riche, ça veut dire avoir un travail et une source de revenus qui vous permet de vous en sortir et de ne pas être tenté par les différentes offres qui vont être faites. Ces offres-là sont faites à tout le monde. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, pour les jeunes qui veulent faire de la politique, je leur dis, trouvez un travail. Trouvez un travail et en travaillant, vous allez faire la politique. Mais c'est important d'avoir un peu d'indépendance financière. Deuxième chose, c'est que j'ai eu la chance, un peu de design de ma part, parce que moi, la cohérence dans la vie est très importante pour moi. Je ne veux pas d'incohérence dans ma vie. Je veux travailler sur les mêmes principes et avoir les mêmes principes dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie politique. Ce sont les mêmes principes sur lesquels je base ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir créé un cabinet et d'avoir orienté ce cabinet tel que nous travaillons sur les questions de gouvernance, nous travaillons sur les questions africaines, nous travaillons sur les questions de développement de l'Afrique, développement politique, développement économique, développement social. Ça m'a donné une technicité que mes pairs politiques n'ont pas. Donc, s'il s'agit, la semaine dernière, nous avons fait tout un travail et publié des articles même sur comment est-ce que les municipalités peuvent être un levier pour résoudre la crise énergétique en Afrique. Nous l'avons fait en discutant avec des élus de la municipalité de Cape Town, en discutant avec des experts qui travaillent au Nigeria à côté, des pays où on a déjà décentralisé la gestion de l'énergie et où les municipalités sont déjà en train de mettre en place ce type de solution. Donc, ça, c'est un travail technique pour mon travail, mais vous pouvez imaginer, ça informe mon programme politique. Quand j'ai fini ce dossier, j'ai dit, on doit mettre à jour notre programme politique. Nous avons un programme politique qui est fortement axé sur la décentralisation et je crois beaucoup au gouvernement local, au gouvernement dans les municipalités. Ce travail-là m'a permis d'étendre ce que je voyais comme possibilité pour les municipalités. Donc, moi, je travaille sur les politiques agricoles de l'Afrique depuis 2004. Je travaille sur les grandes stratégies continentales de l'agriculture, mais j'ai aussi eu l'opportunité d'aller dans les pays comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, etc., pour évaluer comment est-ce qu'ils ont mis en place des stratégies agricoles qui marchent. Bien sûr que ça informe mon travail sur le plan politique. Je vois immédiatement ce qu'ils ont fait que nous ne faisons pas au Cameroun et qui pourrait nous permettre d'aller beaucoup plus vite le jour où nous sommes au pouvoir. Donc, je crois que c'est important de chercher cette cohérence-là dans la vie. C'est important quand vous travaillez en tant que politique
de trouver les liens. Qu'est-ce que votre travail vous apprend sur la politique et qu'est-ce que la politique vous apprend pour le travail? Parce que ça aussi, il y a aussi un apprentissage dans ce sens. Je travaille beaucoup avec des techniciens de la gouvernance, donc des experts, des administrateurs, des technocrates. Et souvent, ils élaborent une stratégie et moi, je leur dis, cette stratégie-là ne va pas marcher. Ils me disent, non, mais techniquement, je dis oui, mais vous avez tenu compte des techniques, mais il y a le politique qui doit mettre en œuvre la stratégie. Vous n'avez pas tenu compte du fait qu'il y a des intérêts politiques de ce côté, il y a la population qui ne sera pas d'accord de l'autre côté, etc. Donc, on doit tenir compte de ces éléments pour s'assurer que une stratégie technique peut vraiment être mise en œuvre. Donc, de ce côté-là, je dirais, j'ai énormément de chance et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime mon travail. J'aime mon travail technique et j'adore mon travail politique. Je dirais deux choses. Un, en 2011, nous avons réussi à avoir un impact sur la scène politique camerounaise sur tellement de fronts. Nous étions les premiers à apporter des véritables programmes politiques dans les débats. Donc, l'impact qu'on a eu, c'est qu'on a approfondi les débats politiques et on les a amenés sur les sujets de gouvernance proprement dit. L'impact que ça a eu par le fait que j'étais une femme, donc j'étais une femme et j'étais jeune. En 2011, j'étais encore jeune. J'avais 48 ans. Le prochain candidat avait 60 ans. Donc, c'était visible pour les gens que les femmes peuvent, les jeunes peuvent. J'étais très à la hauteur au moment des débats. Et donc, ça a donné une autre idée de la politique. Et sur le plan aussi technique, nous avons eu un impact incroyable. On a été les premiers à utiliser les réseaux sociaux, à avoir des pages Facebook, et à utiliser un certain nombre de techniques dans le marketing politique qui n'existaient pas avant sur la scène camerounaise. Donc, l'impact 2011, c'est quelque chose dont je suis très, très fière. L'impact que nous avons jusqu'à ce jour, c'est la deuxième chose dont je suis fière. Nous avons pris l'option, nous sommes un parti politique et un mouvement, notre vision est claire, notre mission est écrite, elle est claire, notre vision est claire, nos valeurs sont claires. Quand nous sommes face à une situation où on se dit est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas aller, qu'est-ce qu'il faut penser, etc. On ressort la mission. On ressort la mission et on prend la décision et on la compare à notre mission. Est-ce que cette décision va nous amener vers la mission qu'on s'est donnée? Le conseil que je donnerais aux femmes qui veulent entrer en politique, c'est de les rassurer que c'est absolument votre place. Il y a beaucoup de femmes qui se posent la question, est-ce que j'ai ma place en politique? Et je vais dire aux femmes, la politique, c'est absolument votre place. Pourquoi? Dans la société, c'est nous les femmes qui nous occupons des êtres humains. C'est nous qui élevons les enfants. C'est nous qui assurons la nutrition de tout le monde. C'est nous qui assurons que la lessive est faite, la maison est propre, etc. S'il y a des malades, c'est nous qui nous en occupons à l'hôpital. S'il y a des personnes âgées, c'est nous qui nous en occupons. Ce n'est que de cette gestion qu'il s'agit en politique. En politique, il s'agit de s'assurer que la nation entière mange. Il s'agit de s'assurer que tous les enfants de la République aillent à l'école. Il s'agit de s'assurer que tous les malades de la République ont les soins qu'il faut. Tous les
personnes qui ont besoin d'assistance d'une forme ou d'une autre reçoivent cette assistance-là. Donc, les femmes qui sont préoccupées par cette question-là, il est absolument la politique, c'est votre place. La deuxième chose que je dirais aux femmes qui parfois se disent « Est-ce que j'ai les compétences ?» Ma réponse est oui. La réponse d'emblée pour toutes les femmes, c'est oui. Et les compétences que vous n'avez pas, vous allez les acquérir. Parce que mon expérience des femmes, c'est qu'elles sont diligentes. Que quand elles se fixent un objectif, elles se focalisent vraiment sur cet objectif-là et elles prennent leur temps pour pouvoir atteindre l'objectif en question. Donc, oui, vous avez des compétences pour faire la politique et là où vous avez des compétences à acquérir, vous allez les acquérir. Ne vous posez pas la question et ne faites pas que ce soit un frein. Nous avons la politique est remplie, mais alors remplie d'hommes incompétents. Ils ne se posent jamais la question. Moi, je sais que les femmes, non seulement elles sont compétentes, mais les autres compétences dont elles ont besoin, elles vont les acquérir. Donc, il faut venir en politique. Le troisième élément est de dire les femmes sont branchées résultats. Les femmes aiment, une des raisons pour lesquelles les femmes ont tendance à ne pas entrer en politique, c'est qu'elles ont l'impression d'une activité qui ne donne pas de résultats. Elles se posent souvent la question, ok, quand vous avez fini de discuter là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est... Et moi, je dis aux femmes, il faut entrer en politique pour produire les résultats. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les personnes qui ont complètement corrompu et détourné la politique. Ce n'est pas ces personnes-là qui vont la réparer. On a besoin d'autres personnes, de nouvelles énergies, de nouvelles idées, etc. Et le dernier point, c'est tout simplement, vous êtes 50% de la population. Est-ce que c'est normal que dans une société, 50% des personnes ne soient pas représentées là où on prend des décisions? Est-ce qu'on accepterait ça dans une société qui était 50% blanc et 50% noir, et on verrait seulement les blancs en train de prendre des décisions? On va dire ça, c'est l'apartheid, n'est-ce pas? Donc, les femmes, on a besoin de votre présence tout simplement parce que vous faites 50% de la société. Vous devrez être représentés là où les décisions sont en train d'être prises. Alors, un livre en politique que vous recommandez? Un livre en politique? Alors, moi, je suis une sankariste. Je crois beaucoup. Thomas Sankara est un grand modèle pour moi. Donc, il a une compilation de ses écrits que je lirai pour la vision politique. Sankara, c'était un penseur. Donc, il écrit sur des modèles de société qui sont inclusifs. D'ailleurs, Sankara, c'est quelqu'un qui est féministe à la base. C'est quelqu'un qui se préoccupe des questions environnementales. Donc, lire Sankara, ça permet de concrétiser des idées de vision politique qu'on peut avoir. Les autres livres vers lesquels j'enverrai les femmes qui sont intéressées par la politique sont des livres sur l'activisme. Je vous ai dit que moi je fais peu la différence, mais c'est des livres sur comment mobiliser, comment parler avec les populations, comment s'assurer que les intérêts des populations sont au centre des stratégies et des décisions que nous sommes en train de prendre. Donc, Call to Activism, c'est un livre que je recommanderais, et je dirais la mobilisation. Hein, en anglais, on dit community organizing, parce que je pense que la force politique des femmes, c'est dans ça.
c'est dans leur capacité à mobiliser la population, à apporter la population pour que leurs intérêts soient vraiment pris en compte. Le mot qui est le slogan de mon entreprise pour cette année, Unstoppable. Je crois que j'ai un leadership qui n'a pas de limite, n'a pas de barrière. On va rencontrer les barrières, on va trouver une solution, on va les surmonter. On va arriver à la fin de ce que nous-mêmes on voyait. On se dit que ok, là on a accompli. Et dès qu'on est à la fin, on a une nouvelle vue. On a une vue de tout ce qui est maintenant devant nous, qu'on peut voir à nouveau. Donc je crois que le mot c'est en anglais, unstoppable, ce qui ne peut pas être arrêté, ce qui continue. Je crois que ça décrit bien mon leadership. States working for their citizens. Des États fonctionnels qui travaillent pour leurs citoyennes et citoyens.